Nous abordons maintenant deux principes de calcul de primes et deux mesures de risque très utilisées en assurance et en finance, la value at risk et la tail value at risk. On commence par la value at risk, souvent notée VAR. L'idée de la VAR est simple. On fixe d'abord un niveau de confiance, par exemple 95% ou 99%. La VAR est alors le montant de perte qui ne devrait pas être dépassé avec cette probabilité. Autrement dit, si la VR à 95% vaut un certain montant, cela signifie que dans 95% des cas, la perte reste inférieure ou égale à ce montant. En revanche, dans les 5% des cas les plus défavorables, la perte peut dépasser ce seuil. Mathématiquement, la VAR correspond donc à un quantile de la distribution du risque. Si la variable aléatoire représente le montant du sinistre ou de la perte, la VAR est le plus petit niveau à partir duquel la fonction de répartition atteint le niveau de confiance choisi. Cette formulation est importante lorsque la distribution n'est pas continue, car il peut y avoir des masses de probabilité ou des paliers dans la fonction de répartition. La définition par le plus petit seuil qui atteint le niveau de confiance permet de traiter aussi bien les distributions continues que les distributions discrètes. L'intérêt pratique de la VR est qu'elle fournit un nombre facilement interprétable. Elle répond à une question naturelle pour l'assureur ou le régulateur. Quel capital faut-il immobiliser pour couvrir la perte dans la très grande majorité des situations? Elle est donc directement reliée à une logique de solvabilité et de contrôle du risque extrême, mais à un niveau de probabilité fixé. Alors il faut cependant bien comprendre ce que la VAR mesure, et aussi ce qu'elle ne mesure pas. Elle indique un seuil de perte, mais elle ne dit pas ce qui se passe au-delà de ce seuil. Deux risques peuvent avoir la même VAR à un niveau donné, tout en ayant des comportements très différents dans les scénarios les plus graves. C'est précisément une des raisons pour lesquelles on introduira ensuite la tail value at risk, pour tenir compte non seulement du seuil, mais aussi de la sévérité moyenne des pertes au-delà de ce seuil. Cette diapositive récapitule les principales propriétés de la VAR lorsqu'on l'utilise comme principe de calcul de prime ou comme mesure du risque. L'objectif est de comprendre à la fois ses qualités et ses limites. La VAR satisfait d'abord la propriété de pas de chargement inutile. Intuitivement, elle ne peut pas dépasser la perte maximale possible. Demander une prime ou un capital supérieur au pire cas imaginable n'aurait pas de justification du point de vue du risque assuré. En revanche, la VAR ne satisfait pas en général la propriété de chargement positif. Elle peut être inférieure à la perte moyenne, notamment lorsque le niveau de confiance retenu ne regarde pas assez loin dans la queue de distribution. Dans ce cas, elle ignore une partie des pertes rares mais très coûteuses. La VAR satisfait la propriété de pas de chargement injustifié. Si le risque est certain, elle est égale au montant certain. Elle satisfait aussi la propriété d'objectivité parce qu'elle dépend uniquement de la loi du risque et non de la manière dont on représente la variable aléatoire. La propriété de translation est également vérifiée si on ajoute un coût fixe ou une charge certaine au risque. La VAR augmente exactement du même montant. C'est cohérent avec l'idée qu'un montant certain se rajoute mécaniquement au niveau de perte à couvrir. La limite majeure de la VAR est l'absence de sous-additivité. En principe, lorsqu'on regroupe deux risques, la diversification devrait réduire le besoin global de capital, ou au moins ne pas l'augmenter au-delà de la somme des besoins individuels. Or, la VAR peut donner le résultat inverse. La VAR du portefeuille peut dépasser la somme des VAR individuels. C'est pourquoi la VAR n'est pas un principe cohérent au sens usuel. La VAR est en revanche additive pour des risques comonotoniques. L'intuition est qu'il n'y a alors aucun effet de diversification. Les risques évoluent dans le même sens, sous l'effet d'un même facteur. Dans ce cas, additionner les risques revient simplement à additionner leur quantile. Elle est aussi positivement homogène. Si on multiplie le risque par un facteur positif, la VAR est multipliée par le même facteur. Cela reflète un changement d'unité ou une augmentation proportionnelle de l'exposition.
La VAR est monotone. Si un risque est toujours inférieur à un autre, sa VAR ne peut pas être plus grande. Elle respecte aussi l'invariance de type 1, c'est-à-dire la comparaison par dominance stochastique de premier ordre. Si un risque a systématiquement des probabilités de dépassement plus faibles qu'un autre, la VAR le classe comme moins dangereux. En revanche, elle ne respecte pas l'invariance de type 2. Cette propriété est plus exigeante. Elle compare les pertes moyennes au-delà de tous les seuils. La VAR, qui ne regarde qu'un quantile donné, n'est pas suffisamment sensible à toute la structure de la queue de distribution. La VAR n'est pas convexe. Cela signifie que mélanger deux risques peut produire une VAR plus élevée que la moyenne des VAR séparées. Cette absence de convexité est liée au défaut de sous-additivité et pose problème pour l'optimisation de portefeuille. Elle n'est pas non plus itérative. Calculer une VR conditionnelle, puis reprendre une VAR de cette quantité, ne redonne pas nécessairement la VAR initiale. Cela limite son usage dans des raisonnements dynamiques. Enfin, la VAR possède une propriété de convergence en loi sous une condition sur les bornes supérieures des risques, mais elle n'est pas stable par mélange. Deux risques ayant la même VAR peuvent ne plus rester équivalents après mélange avec un troisième risque. En résumé, la VAR est simple, objective et très lisible, mais elle présente des faiblesses importantes dès que l'on s'intéresse à l'agrégation, à la diversification et à la sévérité des pertes extrêmes. Cette diapositive illustre concrètement pourquoi la VAR ne vérifie pas toujours la propriété de sous-additivité. On considère deux risques indépendants ayant chacune une distribution de Pareto standard. Ce choix est important. La loi de Pareto est une loi à queue lourde, adaptée pour représenter des sinistres rares, mais potentiellement très élevés. Pour chaque risque pris séparément, on peut calculer la VAR de manière explicite. Comme les deux risques ont la même distribution, leurs VAR individuels sont identiques. Si la VAR était sous-additive, la VAR de la somme devrait être inférieure ou égale à la somme des deux VAR individuels. Or, le calcul de la fonction de répartition de la somme montre le contraire. La probabilité que la somme des deux pertes reste en dessous de la somme des deux VAR individuels est inférieure au niveau de confiance choisi. Cette somme n'est donc pas suffisante pour garantir le niveau de sécurité demandé sur le portefeuille agrégé. Il faut donc choisir un seuil plus élevé pour la somme des deux risques. La VAR du portefeuille devient strictement plus grande que la somme des VAR individuels. C'est l'inverse de ce que l'on attend d'une mesure qui valorise la diversification. L'intuition est que la VAR ne regarde qu'un point de la distribution. Avec des queues lourdes, le comportement au-delà du quantile peut être très pénalisant. Même si les risques sont indépendants, l'agrégation peut déplacer le quantile de manière défavorable. Cette diapositive donne une autre lecture de la VAR. Au lieu de la voir seulement comme un quantile, on peut aussi la comprendre comme la solution d'un problème d'optimisation. Cette interprétation relie la VAR à un arbitrage économique. L'idée est la suivante. On choisit un niveau de capital représenté sur l'axe horizontal. Si ce capital est trop faible, il reste une perte résiduelle importante lorsque le sinistre dépasse ce niveau. Cette perte résiduelle est mesurée par l'espérance de la partie du risque qui dépasse le capital. Graphiquement, c'est la zone située dans la queue, au-delà du seuil choisi. Mais immobiliser du capital a également un coût. Plus le niveau de capital choisi est élevé, plus ce coût augmente. Le critère représenté sur la diapositive additionne donc deux éléments. D'un côté, le coût moyen des dépassements, de l'autre, le coût du capital immobilisé. La VAR apparaît comme le point où cet arbitrage est optimal. Avant ce point, augmenter le capital réduit fortement le coût des dépassements. Après ce point, le gain devient plus faible et le coût d'immobilisation devient dominant. Le minimum est atteint précisément au seuil correspondant au quantile du niveau choisi. Le graphique permet donc d'expliquer que la VAR n'est pas seulement une définition statistique. Elle peut être interprétée comme un niveau de capital optimal lorsque l'on cherche à équilibrer le risque de dépassement et le coût de détention du capital. Après avoir présenté la VAR, on introduit maintenant la Tail Value at Risk, ou TVAR.
La motivation principale est de corriger une limite importante de la VAR. La VAR indique un seuil, mais elle ne mesure pas la gravité des pertes au-delà de ce seuil. Or, en assurance et en gestion des risques, les scénarios situés dans la queue de distribution sont souvent les plus importants. La TVAR se définit comme la moyenne des VAR situées au-delà du niveau de confiance retenu. On ne regarde donc plus seulement un quantile isolé, mais toute la partie supérieure de la distribution depuis ce niveau jusqu'aux scénarios les plus extrêmes. Elle mesure ainsi un niveau moyen de perte dans la queue de distribution et non un simple point de coupure. La Conditional Tail Expectation, ou CTE, adopte une perspective proche, mais formulée directement en termes de pertes réalisées. Elle correspond à l'espérance du risque sachant que la perte dépasse la VAR. Autrement dit, elle répond à la question suivante. Lorsque l'on est dans les scénarios défavorables au-delà du seuil de VAR, quelle perte moyenne observe-t-on? La conditionnelle VAR ou CVAR mesure plutôt l'excès moyen au-delà de la VAR. Elle ne prend pas comme référence 0, mais le seuil de VAR lui-même. Elle indique donc de combien, en moyenne, la perte dépasse la VAR dans les scénarios défavorables. Enfin, l'expected shortfall, dans la notation de cette diapositive, mesure l'espérance de la partie positive du dépassement au-dessus de la VAR. Elle agrège donc le montant des dépassements en tenant compte aussi de leur probabilité. Ces notions sont très proches, mais elles ne mettent pas exactement l'accent sur la même quantité. La TVAR est une moyenne de quantiles extrêmes, la CTE est une moyenne conditionnelle des pertes au-delà du seuil, la CVAR est une moyenne conditionnelle des dépassements, l'expected shortfall mesure l'espérance non conditionnelle du dépassement. Dans le cas d'une distribution continue, certaines de ces notions coïncident ou se déduisent très simplement les unes des autres. L'idée centrale reste la même, passer d'une mesure de seuil, la VAR, à une mesure de sévérité moyenne dans la queue, la TVAR. Cette diapositive précise les liens entre les différentes notions introduites précédemment. Le message principal est que la TVAR peut être représentée de plusieurs manières équivalentes, ce qui explique à la fois son intérêt théorique et son intérêt pratique. La première représentation exprime la TVR comme la VAR augmentée d'un terme qui mesure les dépassements au-delà de la VAR. Autrement dit, la TVR part du seuil donné par la VAR, puis ajoute une correction qui dépend de la sévérité moyenne des pertes extrêmes. Cette correction est précisément ce qui manque à la VAR lorsqu'elle est utilisée seule. La deuxième représentation relie la Conditional Tail Expectation à la VAR et à l'Expected Shortfall. Elle montre que, conditionnellement au fait d'être au-delà du seuil, la perte moyenne est égale au seuil lui-même, plus l'excès moyen au-dessus de ce seuil. L'interprétation est naturelle. Dans les scénarios défavorables, on part déjà d'une perte au moins égale à la VAR, puis on ajoute ce que l'on perd en moyenne au-delà. La troisième représentation concerne la conditionnelle VAR. Elle isole uniquement l'excès moyen au-delà de la VAR, sans inclure le niveau de VAR lui-même. C'est donc une mesure de gravité supplémentaire, utile lorsque l'on veut distinguer le seuil de déclenchement et la perte additionnelle dans la queue. Un point important est que, lorsque la distribution est continue, la TVAR et la Conditional Tail Expectation coïncident. Dans ce cas, il n'y a pas d'ambiguïté liée à une masse de probabilité exactement au niveau de la VAR. Pour des distributions avec des sauts, il faut être plus prudent, car le traitement des observations exactement au seuil peut créer des différences entre les définitions. La dernière partie de la diapositive établit un lien avec le problème d'optimisation vu pour la VAR. Vu pour le minimum du critère qui combine le coût des dépassements et le coût du capital peut se réécrire à l'aide de la TVR. Cela montre que la TVR n'est pas seulement une moyenne de quantiles extrêmes, elle apparaît aussi naturellement comme la valeur optimale associée au même arbitrage économique. La VAR donne le niveau de capital qui minimise le critère, tandis que la TVAR donne, après normalisation, la valeur minimale de ce critère. Les deux notions sont donc liées, mais elles ne jouent pas exactement le même rôle. Cette dernière diapositive présente les propriétés de la TVAR. Elle permet de comprendre pourquoi la TVAR est souvent préférée à la VAR dans une approche cohérente de la mesure du risque.
La TVAR satisfait d'abord la propriété de pas de chargement inutile. Comme elle est construite à partir de quantiles extrêmes, elle ne dépasse pas la perte maximale possible lorsque celle-ci existe. Elle satisfait aussi la propriété de chargement positif. La TVR est au moins égale à l'espérance du risque. L'intuition est qu'elle se concentre sur la partie défavorable de la distribution. Elle ne peut donc pas être inférieure à la moyenne globale lorsque l'on regarde la queue supérieure. La propriété de pas de chargement injustifié est également vérifiée. Si la perte est certaine, il n'y a pas de queue de distribution à analyser. La TVAR redonne simplement ce montant certain. L'objectivité est satisfaite parce que la TVAR dépend seulement de la loi du risque. Deux risques ayant la même distribution ont donc la même TVAR. La propriété de translation est aussi vérifiée. Ajouter un montant certain à toutes les pertes décale toute la distribution du même montant, et la TVAR augmente exactement de ce montant. Cela est cohérent avec l'interprétation d'un coût fixe ou d'une charge certaine. La propriété essentielle est la sous-additivité. Contrairement à la VAR, la TVAR tient compte de toute la queue au-delà du seuil et respecte l'effet de diversification. La TVR d'un portefeuille ne dépasse pas la somme des TVR individuelles. C'est une propriété fondamentale pour une mesure de risque cohérente, car elle évite de pénaliser artificiellement la mutualisation des risques. La TVR est additive pour les risques comonotoniques. Si deux risques évoluent toujours dans le même sens, il n'y a pas de diversification possible. Dans ce cas, l'agrégation ne crée pas de réduction du risque, et les TVR s'additionnent. Elle est positivement homogène. Multiplier l'exposition par un facteur positif multiplie la TVR par le même facteur. Elle est également monotone. Si un risque est toujours inférieur à un autre, alors sa TVR est plus faible. La TVR satisfait les invariances de type 1 et de type 2. L'invariance de type 1 signifie qu'elle respecte le classement par probabilité de dépassement. L'invariance de type 2 est plus forte. Elle signifie que la TVR respecte les comparaisons fondées sur les pertes moyennes au-delà de tous les seuils. C'est précisément parce que la TVAR intègre la sévérité de la queue qu'elle est compatible avec cette comparaison plus fine. La TVAR est convexe. Cette propriété est très importante pour l'optimisation. Diversifier ou mélanger des risques ne doit pas créer une mesure de risque supérieure à la moyenne pondérée des risques initiaux. La convexité rend la TVAR beaucoup plus adaptée que la VAR aux problèmes de portefeuille et de allocation de capital. La TVAR n'est cependant pas parfaite, elle ne satisfait pas l'itérativité, ce qui limite certaines interprétations dynamiques ou conditionnelles. Elle satisfait la convergence en loi, ce qui est une bonne propriété de stabilité statistique. En revanche, elle ne satisfait pas la stabilité par mélange. Malgré ses limites, elle possède les propriétés centrales de cohérence: translation, monotonie, homogénéité positive et sous-additivité. C'est pourquoi elle constitue une alternative plus robuste à la VR pour mesurer les risques extrêmes.